Numéro 2, elle est un petit peu plus courte celle-là que les autres, du coup ça ne devrait pas nous prendre trop de temps, mais ça reste une partie très très importante. On a vu ce principe de taille ce matin, différentes demandes de force, différentes unités motrices qu'on va activer, recruter, différents types de fibres qu'on va solliciter, chaque type de fibre qui a ses prédispositions énergétiques, si on veut les appeler comme ça. Si on prend l'eau, telle que l'on connaît l'eau sur la planète Terre actuellement, quels sont les 3 états dans lesquels on peut trouver l'eau? Liquide, solide, gazeux. Okay? C'est une bonne manière d'illustrer ce qui se passe dans le corps humain en termes du spectre d'intensité. En dessous de 0, si on est à pression atmosphérique au niveau de la mer, en dessous de 0 degrés Celsius, on a la glace. Entre 0 et 100 degrés Celsius, on a de l'eau sous forme liquide. En dessous de 100 degrés Celsius, on a... OK? Le 0 et le 100, est-ce qu'ils sont absolus? Est-ce que c'est tout le temps 0? Est-ce que c'est tout le temps 100? Quand est-ce que ça change? On change la pression. Je crois que c'est 68 degrés en haut de l'Everest pour faire bouillir de l'eau, quelque chose comme ça. Hein? Parce que du coup, l'air est moins dense, donc il y a besoin de moins d'énergie pour que les particules s'éloignent les unes des autres. Et c'est clair que si on prend moins 1 degré, moins 2 degrés, plus 1 degré, plus 2 degrés, bah, des fois tu peux avoir du liquide, des fois tu peux avoir du solide. Donc ce n'est pas des points de transition parfaits. Mais ça reste un modèle intéressant pour comprendre ce qui se passe dans le corps humain. C'est-à-dire qu'à basse intensité, et je vais vous parler de seuil 1, seuil 2, qui sont ces points de transition, comme on a pour l'eau, mais dans le corps humain. Donc non, ce n'est pas des valeurs au watt près ou au kilomètre-heure près. C'est variable. Ça va changer avec l'entraînement, idéalement, si on fait bien les choses. Et selon ton état de fatigue et selon d'autres facteurs, ça peut varier un petit peu. Donc ce n'est pas des valeurs qui sont exactes ni qui sont parfaites. Par contre, elles marquent la transition entre différents états internes. À basse intensité, on a ce qu'on appelle le domaine modéré. Si tu lis la recherche dans la physiologie de l'exercice, ils vont te parler de moderate intensity domain, heavy intensity domain, severe intensity domain. C'est de ça dont ils parlent, c'est ces domaines d'intensité. Et ce qui se passe dans le domaine modéré, pour faire très simple, c'est que toute la charge de travail, elle peut être assumée complètement par ton muscle, le muscle moteur. Donc tu fais du vélo, tes quadris, en gros, ils arrivent à maintenir un état cellulaire stable tout en produisant l'effort. Ça va se manifester par exemple par des valeurs de lactatémie qui sont très basses. Plus basses même en général que les valeurs de repos. Pourquoi? On a parlé avant du lactate, production, recyclage, et ce qui reste, c'est ce qu'on mesure dans le sang. Donc si tu recycles plus que tu ne produis, tes valeurs vont baisser, elles vont rester basses. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le domaine modéré. Si on regarde le domaine élevé, là, cette fois-ci, on va trouver des valeurs de lactatémie qui sont élevées, mais qui sont stables. Pas pour toujours, bien sûr, mais à un instant T, et si tu regardes quelques minutes plus tard, même 10, 15, 20 minutes plus tard, si tu es dans ce domaine-là, tu vas avoir des valeurs qui vont être plutôt constantes. C'est-à-dire qu'on a excédé la capacité du muscle en lui-même à maintenir son état interne stable. Donc, si tu veux, le muscle va passer le témoin au reste du corps pour qu'il vienne le soutenir. Donc maintenant, ce n'est plus un équilibre au niveau musculaire, c'est un équilibre au niveau systémique. C'est le corps complet qui est impliqué, c'est un effort qui est soutenu, qui va avoir une certaine demande nerveuse, métabolique sur le corps complet, mais ça reste stable au niveau interne. Hein, donc, stable au niveau du muscle, stable au niveau du corps complet. Là, la charge de travail est trop importante, le corps ne peut plus stabiliser les processus énergétiques, et donc on tend rapidement vers l'échec. C'est clair que si tu te trouves là, tu vas durer plus longtemps que si tu te trouves là, par rapport à ce point de transition entre la stabilité interne et la perte de stabilité interne. C'est pour ça que ton 3 minutes, tu le fais là, et ton 12 minutes, tu le fais là. On est d'accord? Mais quoi qu'il arrive, quand tu es dans ce domaine sévère,
tu vas tendre vers, par exemple, ta VO2 max. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas exprimer cette utilisation maximale de l'oxygène si tu passes assez de temps dans ce domaine sévère. C'est clair que si tu es juste là, tu es 15 watts en dessus de ce point de transition, bah, ça va te prendre beaucoup plus longtemps pour y arriver que si tu es tout en haut ici. Mais quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Si tu comprends ce spectre d'intensité, tu gardes dans ta tête l'image du principe de taille et du recrutement des différentes unités motrices, des différents types de fibres également, tu as déjà compris une pièce énorme quand on parle de cardio et de conditionnement. À mon sens, ça, c'est un des graphiques les plus importants. Parce que si tu comprends ça, tu as compris beaucoup de choses. Donc ça, je vous l'ai dit, équilibre cellulaire, voire musculaire, à basse intensité, équilibre systémique au niveau du corps complet, perte de l'équilibre interne. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces domaines d'intensité? On veut pouvoir gérer notre intensité à l'entraînement. On veut savoir, entre Georges et Alfred, à quelles intensités ils doivent effectuer tel ou tel entraînement. Si je veux faire mon endurance fondamentale, à quelle intensité je vais la faire? Pas tout le monde va la faire à la même intensité. Et idéalement, Alfred, s'il s'entraîne bien, l'intensité qu'il utilise aujourd'hui ne sera pas la même que celle qu'il utilisera dans 2 ans. Parce que ses paramètres vont changer. Idéalement, se déplacer vers la droite, vers le haut. Et plus on peut pousser ces paramètres vers la droite, et plus notre condition physique va être intéressante, et mieux on va pouvoir récupérer de nos entraînements, mieux on va pouvoir récupérer de la haute intensité aussi, parce qu'on se rappelle que vu que toutes les filières travaillent ensemble, et qu'au final tout repose sur ce système de transport des électrons, ces mitochondries qu'on trouve en grande partie dans les fibres de type 1, c'est la base de soutien pour le reste. Donc tu as beau faire un sport qui est court et intense, ta récupération elle va se faire au niveau de ces fibres-là. Et si tu n'as jamais travaillé ces choses-là, même avec un tout petit peu de travail pour un gars en force athlétique, je parle avec Clément Goudin, qui a commencé à instaurer il y a à peu près une année, 1 heure par semaine d'endurance fondamentale, et qui m'a dit je sens vraiment la différence. Je prends moins de récupération entre mes séries de travail, je tolère mieux ma charge de travail sur la semaine. Donc même si je pousse à l'extrême dans un sport de force qui se joue littéralement sur une répétition, le fait de développer ces qualités-là, c'est ta base de soutien qui te permet de mieux faire et de faire plus en haut. Donc non, la majorité des sports ne se passent pas à ces basses intensités, sauf si on parle de triathlon longue distance par exemple, où là on va être vraiment, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que ta compète elle dure en tout cas 7 à 8 heures. D'accord? Mais pour la majorité des sports, ce n'est pas là que tu fais la différence en compétition. Par contre, c'est là où tu peux faire la différence sur ta capacité de travail, ta capacité de récup, combien d'intensité tu peux tolérer dans la semaine. Et au final, si tu peux t'entraîner plus ou avoir des entraînements de meilleure qualité, en général, tu vas mieux performer. Donc, en gros, ce n'est pas cette basse intensité qui nous change la vie en termes de performance directement. J'aime bien le voir de manière indirecte. Non, ça te permet de t'entraîner plus et mieux, qui ensuite te permet de mieux performer. Donc, quoi qu'il arrive, si on a ces domaines d'intensité, on peut mieux gérer l'intensité de travail, individualiser les entraînements, parce que selon la personne, tu n'as pas ces mêmes points de transition. Donc, on ne va pas tous s'entraîner aux mêmes intensités. Pour ceux qui a fait les tests de 3 et 12? OK. Donc, vous n'avez certainement pas tous fait les mêmes perfs. Vous n'avez certainement pas tous la même puissance critique calculée, ce qui veut dire que selon les entraînements que vous allez faire, vous n'allez pas les faire à la même intensité. OK? Suivi des progrès, parce que si on peut quantifier ces choses-là, on va pouvoir établir une base de progression et montrer certains progrès au fil du temps. C'est ce qu'on va faire cet après-midi, notamment avec la fiche d'évaluation. Et je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour vous, mais aussi pour des clients avec qui vous travaillez ou pour des adhérents. Parce que l'idée, c'est, à un moment donné, il faut mesurer quelque chose. On a la chance avec tout ce qui est de la force, c'est que les valeurs max nous donnent beaucoup d'informations avec lesquelles on peut travailler ensuite pour individualiser sur des pourcentages, des choses comme ça. Même si vous le savez tous, pour ceux qui programment là-dedans, on ne va pas programmer de la même manière pour 2 individus nécessairement, parce que 80% pour un,
de 1 RM, ce n'est pas nécessairement pareil que 80% de 1 RM pour la personne à côté. On ne peut pas nécessairement tolérer le même volume, la même charge dans la semaine, etc. Donc, il y a de toute façon ce paramètre individuel, mais on veut pouvoir faire la différence. Et ce qui est difficile avec le conditionnement, c'est que ce que je vous ai montré, ces seuils, ces transitions qui font la différence entre les domaines d'intensité, c'est des valeurs qui sont sous-maximales et qui ne sont pas toujours faciles à mesurer non plus. Mais je vais vous donner quelques clés pour essayer de, au grand minimum, les estimer ou avoir des paramètres que vous pouvez quantifier et vérifier dans la durée. Orienter la planification selon le niveau de la personne et selon les besoins et selon la discipline sportive. On sait que si tu as tel profil, peut-être qu'il faut travailler plutôt ça, parce que c'est ça qui va te limiter à ce moment-là, pour que tu puisses continuer à progresser. Donc on a plusieurs raisons d'utiliser ou de comprendre et de pouvoir mesurer ces domaines d'intensité. Le fait simplement de mettre à profit tout le temps qu'on va passer à s'entraîner de manière efficiente. Idéalement, on ne veut pas faire n'importe quoi à l'entraînement parce qu'on sait que nos heures sont comptées. En général, le temps que tu as pour t'entraîner, pour ceux qui veulent être compétitifs, c'est un grand facteur. On le sait. Et ces heures, il faut idéalement les remplir avec du travail qui va être productif, qui va être rentable. Donc si on veut rentabiliser tout ce travail, on veut le baser sur des valeurs qui soient cohérentes. On reprend ce même spectre d'intensité, les domaines d'intensité. On voit le principe de taille en arrière-plan. Ce qu'il faut considérer, et je pense que ça c'est aussi un des slides les plus importants, c'est la différence de coût qu'il y a entre différents types d'efforts. Même à kilojoules égal, donc si on prend les watts multipliés par les secondes pour nous donner des joules, le travail qui est fourni, à travail égal, 2 séances vont avoir un coût très très différent sur l'organisme, nerveux, métabolique ou autre, hormonal. Donc là, si on a une échelle de 0 à 10 en termes de coût énergétique pour le corps, en général, ça va s'articuler à peu près comme ça. Donc si on le prend étape par étape, et c'est l'intérêt, un des intérêts de ce travail de basse intensité, c'est qu'il ne coûte pas grand-chose. S'il est bien fait, s'il est fait à la bonne intensité, et qu'on ne se retrouve pas tout d'un coup là parce qu'on a mal géré notre truc, si on est vraiment là, ça nous coûte 3 fois rien. Ça veut dire qu'on peut en faire beaucoup, sans avoir d'impact négatif sur le reste de nos entraînements. Dès le moment qu'on passe ce premier point de transition, ça commence à nous coûter un petit peu plus quand même. Et on voit que ça monte un petit peu plus rapidement que ce qu'on a vu avant ici. Au niveau de la fatigue et au niveau du coût énergétique aussi. Transition numéro 2, là on voit que ça part en exponentiel. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut vraiment bien réfléchir à comment on va organiser ses entraînements, comment on va organiser sa semaine pour tirer un maximum de nos entraînements. Est-ce qu'on peut passer tout notre temps ici? Oui, certes, tu peux. Est-ce que si tu passes une proportion de temps ici, tu peux peut-être accumuler plus de travail et moins de fatigue? Et du coup, quand c'est le moment de mettre le pied au plancher, véritablement capitaliser sur ce que tu as construit, il y a des chances. C'est clair pour tout le monde ça? Et ça, c'est très très important. Le coût n'est pas le même. 30 watts de différence, ça peut faire une grosse différence en termes de fatigue si tu te trouves là et que d'un coup tu passes là.